Julien Rochdy, ce n'est pas seulement une gueule, c'est une tête bien faite. Avec 1 million de vues sur YouTube, il a fait de la philosophie nietzschéenne le fer de lance du combat métapolitique sur Internet. Mais notre homme n'est pas seulement un youtubeur qui s'invite chez vous. C'est aussi et d'abord un auteur qui a tiré de ses leçons sur Nietzsche une introduction décoiffante sur le plus décoiffant des philosophes. Nietzsche l'actuel. Si Nietzsche nous a pas mis KO à l'adolescence, c'est que vous êtes né vieux. Nietzsche, c'est une essoreuse, 1000 tours minutes. Vous sortez de là décrassé et régénéré pour la vie. Quelques pisse-froids qui n'ont pas lu Rochdy le prennent pour le Lucien de Rubempré de la radicalité, le personnage de Balzac, magnifique mais friable. Alors qu'il est bien plus proche de d'Arthez, le d'Arthez de la droite balsacienne. D'Arthez, c'est la solidité et la fidélité. D'Arthez est un homme de droite, comme Julien Rochdy, qui publie sous la forme d'une lettre à un ami une philosophie de la droite canal historique, celle de Burke, de Joseph de Maistre, de Louis de Bonald, de Donoso Cortés, de Charles Maurras et de bien d'autres. S'il y a un trait chez l'homme de droite, c'est la clarté. La preuve par Julien Rochdy. Il est plaisant à lire, ses démonstrations sont claires, belles, géométriques. C'est un mélange de formules heureuses et de développement limpide. Nous le recevons aujourd'hui pour ce livre et singulièrement sa seconde partie, Droite et déconstruction, un livre dans le livre. C'est quoi cette déconstruction de malheur qui est en train de tout détruire? Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un mot, une présentation, une définition de cette déconstruction qui est en train d'envahir non seulement les campus, mais les salles de rédaction, les partis politiques, et de tout contaminer? Alors la pensée de la déconstruction naît dans les années 60, 70, ce sont des idées qui naissent en France et qui vont germer aux États-Unis, notamment dans les facultés. Alors, avant d'expliquer ce qu'est la déconstruction en tant que telle, il faut d'abord rappeler que la CIA, qui a fait beaucoup d'erreurs comme on le sait, a utilisé aussi la déconstruction, la pensée de la déconstruction qui venait des fameux penseurs français, philosophes français, pour essayer de détruire un petit peu le marxisme, le socialisme qui pouvait germer à l'époque dans les universités là-bas, comme chez nous. Bon, ce faisant, ils ont fait une erreur magistrale parce qu'effectivement, ils ont remplacé l'idéologie communiste par cette nouvelle idéologie de gauche. Mais alors que l'idéologie communiste souhaitait révolutionner, ce qui était très dangereux pour la société américaine, la déconstruction a anéanti de l'intérieur les individus, ce qui, in fine, pour la civilisation occidentale, européenne, est peut-être encore plus dangereux. Bon. Donc la CIA a fait exprès d'amener des drogues et la pensée de la déconstruction, et ça va souvent le jazz de l'art contemporain aussi. Et ça va souvent de pair, exactement. Alors, la pensée de la déconstruction, c'est d'abord une réaction contre la gauche 18e, contre la gauche qui a celle des Lumières, rationaliste, qui croit en la raison, à l'universalisme et au progrès. Donc cette gauche de la déconstruction est quand même dans cette filiation, mais elle va réagir face aux anciens idéaux des Lumières, elle va réagir d'ailleurs plus rapidement que la droite, puisque la droite, au lieu d'attaquer la pensée de la déconstruction avec des vraies idées de droite, va justement récupérer les anciens idéaux de gauche, qui sont justement l'universalisme, le progrès et la raison. C'est une pensée qui va remettre en cause tout ce qui est normatif, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que comme avec le socialisme par exemple, plutôt que d'estimer qu'une certaine classe, que les bourgeois par exemple, oppressent la majorité et oppressent le peuple, eh bien cette pensée va considérer que la véritable oppression, elle est partout. L'oppression, elle consiste dans tout ce qui est normatif, tout ce qui existe dans la civilisation. La civilisation elle-même est une oppression, l'orthographe est une oppression, le genre est une oppression, tout ce qui encore une fois est moral, tout ce qui est architecture, tout ce qui est ordre est oppression. Et il s'agit de libérer la machine désirante qui est l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain est réduit à une machine qui désire à tout prix. Donc finalement, c'est très lié avec le capitalisme et le libéralisme. Et pour le libérer totalement, il faut vraiment détruire tout ce qui appartient à la civilisation. Et moi, quand j'ai découvert les penseurs de la déconstruction, je les connaissais de loin. J'avais entendu parler de la French Theory, bien sûr, je pouvais en discuter, mais je ne les avais pas lus dans le texte. Et en les lisant dans le texte, je me suis aperçu à quel point ils étaient les ennemis principaux de ce que nous sommes, de notre civilisation, de son avenir, et à quel point ils innervent finalement l'idéologie dominante que nous avons aujourd'hui. Toutes ces idées, encore une fois, qui ont germé, qui ont été développées dans les années 60, 70, 80, jusque dans les années 2000, aujourd'hui éclatent à la figure de notre civilisation et, je veux dire, règnent totalement dans l'audiovisuel, avec Netflix, avec toute la pensée woke. La pensée woke, le wokisme, c'est vraiment leurs enfants. Alors parlons-en, oui. Le wokisme procède de cette matrice qui est la déconstruction. La déconstruction, vous le rappelez, made in France, la French Theory. Absolument, parce que en fait, c'est très bien expliqué par les grands penseurs de la déconstruction, Derrida, Blanchot, Deleuze, pour
pour détruire justement le principe même de la construction, le principe même de l'ordre, ce qu'on appelle l'arché, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent au préfixe arché, qu'ils estiment être, qui veut dire commencement et à la fois commandement. C'est-à-dire qu'on trouve le commandement et l'ordre à travers le commencement. Donc c'est à la fois archéologie, donc le souci du passé, et architecture, c'est-à-dire le souci de l'ordre, le souci de la création, de la bâtisse. Justement, la pensée de la déconstruction, c'est de détruire le principe même de la bâtisse. Il ne faut plus qu'il y en ait, il faut qu'il y ait le désert. Ils font l'éloge du désert, ils font l'éloge du cancer avec Blanchot. Le cancer étant quelque chose qui survient dans le corps pour mettre le bordel dans le corps, parce que le corps est fasciste finalement, parce qu'il est en ordre. Et le cancer vient mettre du désordre, et donc le cancer est fabuleux. Enfin bon, c'est vraiment hallucinant de nihilisme. La pensée de la déconstruction. Et pour ce faire, pour faire en sorte justement que celle-ci triomphe, il faut commencer d'abord, un peu comme à l'image du socialisme, vous vous rappelez du marxisme qui dit que pour qu'il y ait dictature des prolétariats, il faut d'abord passer par une dictature de l'État, justement, pour que les classes disparaissent, il faut d'abord le socialisme avant d'avoir le communisme. Hein. Et bien là, c'est un peu pareil avec la pensée de la déconstruction. Pour arriver justement à libérer, à émanciper totalement l'individu et qu'on trouve le bonheur dans un monde où justement toutes les machines désirantes pourraient vivre tranquillement, eh bien, il faut d'abord inverser les normes. C'est-à-dire qu'avant de détruire totalement la norme, il faut l'inverser. Ouais, ouais. Et donc on va valoriser toujours l'inverse de ce qui autrefois était valorisé. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, valoriser l'autre plutôt que le même. Il faut détruire la notion du même dans la société. C'est-à-dire que, par exemple, il faut attaquer la notion d'amitié d'Aristote, c'est-à-dire qu'une communauté, une société, une morphologie politique, une cité, c'est un rassemblement du même. Mais il faut détruire cela, il faut faire toujours l'éloge de l'autre, donc de l'étranger. Le féminin doit être plus valorisé que le masculin. La nuit que le jour, la maladie plutôt que le corps sain. Exactement. Donc en fait, on va renverser tout ce que nous croyons établi. Donc là, on est dans Nietzsche, en plus l'inversion des valeurs totales. On doit renverser dans un premier temps. Et une fois qu'on aura renversé, là, on détruira la norme elle-même. En fait, il y aura plus de normes et tout sera parfait. C'est un renversement du normal et du pathologique. Hein. Tout à fait. Le pathologique, c'est ce qui est, ça doit être la normalité de demain. Exactement. Et c'est ce que nous constatons avec le wok. C'est que le malade, le gros, enfin je veux dire tout ce qui n'était pas du tout mis en avant et estimé dans la société d'hier, qui avait des critères, des critères qui avaient les universaux d'ailleurs aussi, le vrai, le bien, le beau. Tout cela est mis de côté justement parce que ça ne rappelle que trop l'idée parfaite platonicienne, parce qu'en fait ils veulent détruire la métaphysique aussi platonicienne, la métaphysique grecque, qui est contenue justement dans le préfixe arché, qui est la nôtre, c'est-à-dire des idéaux types qui sont rattachés à nos natures et auxquels on veut ressembler. Il faut à tout prix détruire ces architectures-là. Et donc, il faut valoriser l'oubli aussi, justement, parce que il y a dans cette attaque de la métaphysique platonicienne, vous savez, on ne fait que se souvenir chez Platon, la connaissance et la réminiscence. Vous en parlez dans Droite et Déconstruction. Oui. Absolument. Donc il faut oublier. Donc vraiment, il y a un éloge de l'oubli. Il faut oublier d'où nous venons, justement, avec le fait que nous ayons des racines. Donc oublier l'archéologie pour enfin détruire l'architecture. Enfin, c'est vraiment incroyable de folie et de nihilisme, et ça explique totalement. Enfin, ça débouche naturellement sur les jeunes totalement dingos, et pas que les jeunes d'ailleurs, woke que l'on peut voir sur TikTok, dans les universités. Je sais pas si vous avez remarqué, les woke, en particulier les woke américains, sont laids, physiquement laids. Ils sont hein. C'est une façon mais c'est dans la ligne droite de cette pensée de la déconstruction. C'est encore une fois pour détruire la norme, pour détruire l'idéal du beau. Il faut d'abord inverser. Donc on va pousser à la laideur un maximum. Et en fait, ce n'est qu'une étape pour arriver à la fin au désert. C'est-à-dire un monde indifférencié. Un monde neutre, indifférencié, un monde de cyborg, comme dit aussi, ils ont travaillé sur la notion du cyborg. Vous savez ce que dit Olivier Rey, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, d'un point de vue chrétien, catholique, mais également écologiste, que les woke, que les trans, parce que le trans est aussi une incarnation de ce monde-là, c'est l'avant-garde des cyborgs, l'avant-garde de la Silicon Valley. C'est les premiers gens qui arrivent là, bien sûr. Non, mais il y a ça. Ça part de cet éloge du désert, du cancer, et pour aller au cyborg, enfin, c'est incroyable. Alors, la seule chose qui peut être rassurante, si on peut essayer de trouver des choses un peu rassurantes dans cette histoire, dans cette mauvaise histoire, c'est que finalement, on s'aperçoit que les idées comptent. Les idées influencent encore le monde, et que ces gens-là, dans les universités américaines, ont eu un tel pouvoir ont eu une telle influence que ça a fini par avoir du pouvoir, et à diriger, à prendre en main les destinées de notre civilisation. Donc on peut se dire que si
l'on continue de combattre avec, dans le monde des idées, eh bien on pourrait récupérer aussi ce pouvoir. Oui, raison pour laquelle il faut lire votre livre, sa première partie sur philosophie de la droite, mais aussi la deuxième, qui, je le redis, c'est un livre dans le livre, c'est droite et déconstruction, où vous faites une généalogie de cette droite-là. Or, si nous voulons attaquer le mal, à la racine, il faut que nous nous y intéressons, il faut que nous l'auscultons quasiment médicalement. Absolument. Vous avez en tête le mot de Jean Raspail dans la réédition du Camp des Saints. Quand il réédite le Camp des Saints, 30 ans après la première édition, il pointe tous les passages du Camp des Saints qui relèvent désormais, qui peuvent être judiciarisés. Et il invente cette formule fabuleuse, je trouve, Big Other, le grand autre, le tout autre. C'est un petit peu la figure tutélaire, quasi religieuse ou anti-religieuse, peu importe, des woke, des indigénistes, des déconstructeurs, avec derrière, vous l'avez dit, une rage contre le monde blanc dans toutes ses déclinaisons possibles et imaginables, parce que c'est le mal. Le mal, c'est Tout à fait, c'est la... En fait, ils vont estimer que justement le mal n'est plus inscrit, comme c'était le cas chez les socialo-marxistes, dans la classe bourgeoise, dans une classe tout entière, mais que justement, comme je disais, elle est dans le normatif, dans tout ce qui constitue la civilisation occidentale, et cette civilisation occidentale n'est que le fruit du mal blanc qui doit donc être détruit en fait dans son concept, disent-ils, mais en réalité dans son concret aussi, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a l'éloge de l'autre, qu'il y a l'éloge du juif errant, le juif errant. D'ailleurs, c'est ce qui crée le hiatus aujourd'hui entre cette extrême gauche et le juif qui n'est plus errant, qui s'est justement sédentarisé avec Israël et tout ça. Ou même en France, et même en France, qui s'est rattaché à la civilisation, enfin en partie, mais dont beaucoup de juifs se rattachent à la civilisation européenne, française, occidentale. Et eux, il y a l'éloge du juif errant dans le désert. Le juif errant du désert est vraiment la figure parfaite de ce que doit être l'homme de demain. Donc là, on a le mondialisme, le nomadisme. Il y a tout ça. Et puis il y a cette haine du monde blanc au point que, par exemple, il y a une remise en question de la rationalité même, du rationalisme. L'objectivité, le concept même d'objectivité n'est que la subjectivation de l'homme blanc, en fait. N'est qu'une arme pour l'homme blanc de diriger et de dominer les autres peuples, les autres minorités. C'est assez incroyable. Il y a une remise en cause de la modernité, mais dans une filiation quand même commune qui est toujours d'être dans la négation. Parce que la gauche, c'est la négation, d'une manière générale. Parce que vous insistez dans le livre première et deuxième partie sur la droite, sur la continuité entre ces deux gauches. Vous montrez qu'il y a un corpus, il y a une cohérence, même si, je reprends la formule, la révolution est comme Saturne, elle dévore ses enfants. Or aujourd'hui, c'est l'inverse que vous montrez dans le bouquin. C'est les enfants qui dévorent leur père. Cette gauche différentialiste, anti-universaliste, woke, décoloniale, attaque les Lumières. Or, elle procède des Lumières. Oui, mais c'est tout à fait normal, parce que d'un côté, on peut pas passer son temps à vomir sur toute filiation et tout héritage sans faire naître un jour l'envie de dévorer ses parents. Et ça, la gauche du lendemain est toujours véhémente vis-à-vis de la gauche d'hier. Et le problème de la droite, on en a parlé plusieurs fois, c'est que justement, elle se contente de récupérer les déjections de la gauche d'hier et en faire sa doctrine, ce qui est insupportable. Et il y a une filiation, et la filiation, on la retrouve dans le nihilisme, dans le ressentiment, et donc dans cette négation. Adorno disait que la modernité était négation tout entière, et que la postmodernité, c'est vraiment la négation à son acmé. Et pour simplifier, je vous dirais que la gauche libérale a commencé avec Voltaire, par exemple, à attaquer la religion. Elle était extrêmement véhémente contre la religion, écraser la femme. Et c'était toujours pour les mêmes raisons, vous allez voir. C'était parce que l'Église catholique était obscurantisme, préjugé et oppression. Puis après, la gauche s'est transformée en une gauche socialiste, une gauche marxiste, avec Rousseau, qui en est son père, puis après avec Marx. Là, il s'agissait d'attaquer la structure même de la société, donc notre civilisation. Pourquoi ? Parce c'était obscurantisme, préjugé et oppression. Et puis maintenant, nous sommes dans la dernière étape. Là, on s'en prend, après avoir attaqué notre Dieu, après avoir attaqué la structure même de notre civilisation, maintenant on s'en prend carrément à notre peau. Maintenant, c'est l'homme blanc lui-même qui est attaqué. Pourquoi ? Pour obscurantisme, c'est-à-dire préjugé, bêtise qu'il tient du passé. Domination abusive. Domination, oppression, et tout cela. Donc c'est toujours les mêmes... Il y a toujours besoin d'avoir une sorte de bouc émissaire comme ça, qui oppresse soi-disant les gens, parce que ce sont évidemment des faibles dans la pensée nietzschéenne, remplis de ressentiment. Ils cherchent à tout prix un moyen d'exprimer ce ressentiment. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, dans le monde postmoderne, ce ressentiment s'exprime contre l'homme blanc, qui est maître du normatif. Vous parlez de ressentiment, vous avez évoqué tout à l'heure la question du nihilisme, et le ressentiment et nihilisme nous ramènent évidemment à Nietzsche. Absolument.
l'actuel et l'inactuel. Est-ce que la déconstruction, on peut dire, et vous, c'est votre... moi, il me semble que c'est le noyau de votre œuvre, essayer de creuser ce mystère qu'est le nihilisme, qui est en train de nous dévorer comme un acide. Est-ce que c'est la déconstruction et la forme actuelle que prend ce nihilisme? Absolument. Tout à fait. Je veux dire, Alan Bloom en a parlé, par exemple, dans l'âme des armées. C'est cette pensée justement qui règne aujourd'hui dans les universités et malheureusement dans le monde audiovisuel, donc dans tout ce qui permet de faire penser. C'est ça qui est tragique. Procède du nihilisme le plus complet, c'est-à-dire la volonté d'en finir. Et d'une manière générale, c'est quelque chose que j'ai découvert dans Derrida, et ça c'est une découverte assez incroyable, parce que Derrida explique... Qui est le maître à penser de la déconstruction. L'un des grands maîtres à penser, si ce n'est le plus grand, de la pensée de la déconstruction. Il dit que toute son œuvre a toujours été hantée. Il l'écrit, ce que je dis là, vous pouvez le retrouver. Il dit que toute son œuvre a toujours été hantée par cette phrase qui lui revenait sans cesse: « J'ai envie de me tuer ». Donc lui-même était plein de pensées suicidaires en réalité. Pulsion de mort. Et bon, si on est nietzschéen, finalement notre philosophie, notre idéologie n'est que l'expression de notre être. Donc vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui passe son temps à se dire j'ai envie de me tuer, on peut se dire dans une méthodologie nietzschéenne que la pensée qu'il va exprimer, qu'il va construire, est une pensée suicidaire par nature aussi. Morbide, exactement, totalement nihiliste. Et c'est terrible de voir des jeunes aujourd'hui s'y rattacher. Se réclamer de ce monde-là. Ouais. Le livre, c'est la philosophie de la droite, avec donc deuxième partie, droite et déconstruction. Notre objectif, comme le disait Zemmour, c'est déconstruire les déconstructeurs. En quoi la droite, selon vous, est susceptible, en mesure, d'attaquer au fondement cette déconstruction? Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire d'abord, dans un premier temps, c'est justement de récupérer les idéaux de la gauche d'hier pour combattre la gauche d'aujourd'hui, à savoir les déconstructeurs. Ça, c'est ce que fait aujourd'hui la plupart des hommes de droite. C'est de défendre maintenant le progrès, l'universalisme, l'assimilation, la raison et ce genre de choses qui ne sont pas du tout nées à droite. C'est la faiblesse de la droite depuis longtemps. C'est la faiblesse de la droite depuis longtemps, sans comprendre que c'est justement tous ces éléments-là qui ont donné naissance à la déconstruction. Donc s'ils restent dans la même métaphysique de gauche, finalement, eh bien, ils se feront toujours avoir par les gauchistes d'aujourd'hui et du lendemain. Donc je crois que la droite, pour combattre cette pensée de la déconstruction et ce nihilisme systémique, il faut qu'elle aille chercher dans ses racines, dans ses fondements, qu'elle aille se ressourcer auprès de ces grands philosophes qui l'ont engendré, à savoir les penseurs de la contre-révolution. C'est ce que je fais c'est ceux que je déterre dans mon livre, parce qu'ils méritent franchement d'être déterrés compte tenu du brio et de la grandeur de certains, et qui malheureusement qui sont totalement méconnus. Donc se ressourcer auprès de nos grands philosophes, qui en réalité eux-mêmes ne font que défendre la pensée classique, la pensée des anciens, qui est une pensée qui peut justement nous exfiltrer idéologiquement et même anthropologiquement du nihilisme. Alors vous l'avez dit, la déconstruction, c'est une déstructuration, c'est le chaos à la place des Lumières. Les Lumières, c'est un terme abusif, puisque c'est presque une antiphrase, c'est déjà les ténèbres. Comment réintroduire de l'ordre? Parce qu'en vous lisant, le cœur de la droite, en réalité, c'est réintroduire de l'ordre dans la société, reproduire le geste des Grecs, quand ils passent quand Zeus bat les titans, il met de l'ordre dans le cosmos, il met de l'ordre dans le chaos. C'est peut-être la seule manière de s'en prendre à cette déconstruction. De toute façon, il faut prendre les penseurs de la déconstruction au mot. Ils sont finalement très honnêtes dans leur approche. C'est terrible de dire ça, mais à la vérité, ils le sont. Ils attaquent l'arché dont nous parlions. Et l'arché, encore une fois, c'est commencement et commandement. C'est archéologie, c'est retour au passé, c'est intérêt pour le passé, et donc, à travers cet intérêt pour le passé, construction d'un ordre. Eh bien, en réalité, nous devons nous être en miroir parce que c'est la pensée grecque. Donc, nous devons retourner aux sources grecques. Et donc, en fait, nous devons être archéologie et architecture. Donc, tout homme de droite et toute pensée de droite doit être archéologie, retour à aux sources de notre civilisation européenne. Et de ce retour aux sources, eh bien, construction d'un nouvel ordre. Donc finalement, en miroir de ces déconstructeurs, finalement, c'est très bien qu'ils attaquent l'arché, qu'ils attaquent la métaphysique grecque. Nous, du coup, nous devons revenir à cette métaphysique grecque. On est contraint de revenir à on est contraint, tant mieux, parce qu'en réalité, toute renaissance
européenne, y compris la Renaissance elle-même, hein, n'était que à chaque fois qu'un retour aux sources grecques. Dernier mot, si je vous dis, mais vous avez une autre référence que la mienne, c'est Charles Ferdinand Ramu, grand auteur suisse, grand auteur conservateur et parfois même un peu réactionnaire. Et il disait la nature est à droite. Hein. Donc il veut dire le cosmos en fait est à droite. Hein. Peut-être même Dieu est à droite, mais c'est un autre débat. Qu'en pensez-vous? Je pense que si la nature est de droite, je crois qu'à une époque où on parle beaucoup de défendre la nature, de protéger l'environnement et de se rapprocher à nouveau de la nature après 2 siècles qui nous ont éloignés trop loin justement de l'environnement, de ce qui est important pour vivre, eh bien je pense qu'il nous faut être l'avocat de la nature. Et être de droite, finalement, c'est être l'avocat de la nature. Très bien, merci Julien Rochdy. Merci à bientôt. À vous.